France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires. Nous allons parler essentiellement d'Iran, y compris dans la deuxième partie de notre programme consacré à la journée du droit des femmes, avec un point aussi sur le sort des femmes iraniennes. Mais pour commencer, le déclenchement le 28 février de bombardements des États-Unis et d'Israël sur la République islamique d'Iran a pris une fois encore les Européens de court. Ni prévenus ni partie prenante, ils doivent réagir à une situation qui d'ores et déjà impacte leurs valeurs, leur solidarité et leur économie. Sur le fond des frappes, d'ailleurs, les 27 sont partagés et seule l'Espagne a exprimé sa vive réprobation face à une violation du droit international. Nous en parlons aujourd'hui justement avec une Espagnole, ancienne ministre des Affaires étrangères de Pedro Sánchez, le Premier ministre social-démocrate. Arantxa González Laya, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que depuis 2022, vous êtes surtout la doyenne de la Paris School of International Affairs, l'école des affaires internationales de Sciences Po Paris, économiste émérite également. Alors, depuis, on le disait, le 28 février, première frappe israélo-américaine contre l'Iran, on a vu la mort de plusieurs hauts responsables iraniens, dont celle du guide suprême Ali Khamenei. De son côté, Téhéran a riposté contre des bases militaires américaines dans la région. Est-ce que vous craignez une escalade ? Non, je crois que l'escalade est déjà là, et l'escalade surtout du fait que l'Iran a décidé que la manière de se défendre, c'est d'essayer d'étendre le conflit à d'autres pays de la région. Et après, on voit aussi comment Israël entre dans Liban. Donc, que ce soit Liban, que ce soit Irak, que ce soit les pays du Golfe qui subissent aujourd'hui de plein fouet l'impact des ripostes iraniens, disons qu'on est déjà devant un conflit à dimension régionale et à conséquences globales, puisque on sait très bien aussi que Iran, les trois d'Ormuz, est aussi très important pour l'énergie au monde et donc du coup qui aura un impact sur l'économie globale. Alors dans le reste de l'actualité européenne, beaucoup de coups de théâtre cette semaine chargée que nous rapporte Isabelle Romero, c'est l'Europe en bref. La Banque centrale de Russie a saisi la justice européenne pour contester l'immobilisation de 210 milliards d'euros. Ces avoirs sont gelés par l'UE jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine, dans le cadre des sanctions imposées à Moscou. Euroclear, établissement financier basé à Bruxelles, qui détient l'essentiel des avoirs, fait l'objet d'un procès intenté par la Banque centrale russe devant un tribunal de Moscou. Un bras de fer juridique majeur, car l'UE espère un jour puiser dans cette ressource pour financer un prêt à l'Ukraine. Le Mercosur, c'est pour tout de suite. La présidente de la Commission européenne a choisi de mettre en œuvre provisoirement cet accord de libre-échange. Et ce, alors que le Parlement européen a trouvé une majorité pour saisir la Cour de justice de l'UE, qui peut prendre jusqu'à 2 ans pour se prononcer. De quoi raviver la colère des agriculteurs et de la France. Emmanuel Macron se plaint de n'avoir pas été consulté. De l'autre côté de l'Atlantique, 3 pays sur 4, Uruguay, Brésil et Argentine, l'ont déjà ratifié. Un tournant dans la doctrine nucléaire de la France, avec la dissuasion avancée qui va associer d'autres pays européens. L'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark ont déjà accepté. Le président Macron précise le dispositif. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Il n'y aura aucun partage de la décision ultime. Ce plan prévoit aussi le déploiement d'avions français dotés d'ogives nucléaires chez les partenaires européens. En attendant, pour l'armement conventionnel, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et d'autres pays offrent leurs services à Chypre exposé aux attaques iraniennes. Alors, Arantxa González Laya, on revient justement à ce dossier iranien. Les Européens ont été, comme d'habitude, j'ai envie de dire, pris de court, pas prévenus par les Américains des raids sur l'Iran. Est-ce qu'ils prennent le train en marche et surtout dans la bonne direction ? D'abord, je crois qu'il faut dire que cette guerre, c'est une guerre décidée par les États-Unis et l'Israël sans consulter
pas seulement les Américains, ses propres autorités, mais certainement sans consultation des alliés. Ce n'était pas une guerre de nécessité, puisqu'il n'y avait pas une urgence ou un risque imminent qui demanderait une riposte de la part des États-Unis ou d'Israël. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Pentagone qui a clarifié cette question. Et ce n'est pas non plus une intervention à caractère humanitaire. Chaque jour qui passe, on voit bien l'étendue de l'impact de cette guerre sur les populations civiles. Donc, c'est une guerre de choix faits par les États-Unis, de choix faits par Israël, sans consulter, sans discuter et certainement sans l'accorder avec ses alliés, et notamment les alliés américains à l'OTAN, en l'occurrence des pays européens, certains duquel font partie de ces théâtres d'opération. Pensons à la Turquie, pensons à la Grèce. Et donc, l'Europe se trouve quelque part à devoir réagir. Elle a réagi de manière prudente, surtout en disant, pour la plupart, ne pas vouloir rentrer dans l'offensive de cette guerre, mais étant aussi clair qu'elles sont prêtes à aider les pays européens quand ils sont attaqués. C'est le cas récent on va en du parler. Chypre, voilà, ou quand il s'agit des pays alliés des États membres de l'Union européenne, les pays du Golfe, avec lesquels certains pays ont des relations très étroites. D'où l'envoi par certains pays européens, y inclut l'Espagne, des moyens, surtout navals, dans la Méditerranée. Alors Pedro Sanchez dit effectivement que c'est une guerre injustifiée, dangereuse et contraire au droit international. Mais vous-même, vous voyez bien que une partie de la population, celle qui est opposée au régime des Mollahs, se réjouit de la décapitation des principaux chefs après une répression qui a fait peut-être plus de 30 000 morts selon certaines sources. La population se sent possiblement libérée d'un joug. Non, je comprends qu'il y ait une partie de la population iranienne, surtout celles qui étaient et qui sont opposées au régime théocratique iranien, je veux le rappeler aussi, un régime qui bafoue les droits de l'homme, qui bafoue surtout les droits des femmes. Et je comprends qu'il y ait de leur part un sentiment de joie quand ils voient la décapitation de l'ayatollah iranien. Mais au-delà de ces moments de joie, la question qui se pose est de savoir si une intervention de l'extérieur sur un territoire, sur un pays dont le régime a des racines très profondes, va avoir comme résultat une amélioration de la vie et des droits des citoyens iraniens. Et c'est une question qu'il faut se poser parce que nous avons vu aussi dans notre histoire récente comment des interventions dont l'objectif était aussi d'aider à apporter un peu plus de liberté et un peu plus de droits aux populations, s'est terminé par un fiasco. Rappelons les cas de l'Afghanistan. Je pense à l'Afghanistan, où les droits des femmes aujourd'hui, c'est encore pire de ce qu'il était avant, où les filles ne peuvent plus aller à l'école. Et tout ceci malgré une intervention extérieure. Donc, je crois que nous devons aussi nous poser la question, quelle est la meilleure manière d'aider à changer ces pays, les dynamiques à l'intérieur de ces pays. Et si c'est une intervention extérieure, et surtout une intervention extérieure aérienne, qui va aider à arriver à ces points, sachant que moi, je partage ces sentiments de vouloir changer la situation à l'intérieur de l'Iran. Alors, Arantxa González Laya, entre Trump et Sanchez, rien ne va plus? Disons que ce n'est pas la première fois que le président des États-Unis a une posture dure vis-à-vis un leader européen. On l'a vu avec le président ukrainien Zelensky quand il s'est attiré les foudres du président Trump au bureau ovale. On l'a vu avec la première ministre du Danemark au sujet du Groenland. On le voit aujourd'hui avec le premier ministre du Royaume-Uni à cause de la guerre en Iran, et on le voit avec le premier ministre espagnol. Tous ces cas ont en commun le fait que ces leaders ont contredit le président des États-Unis, ont eu une posture un peu
singulières, différentes, pas alignées sur les États-Unis, et donc ils les menacent. Mais d'un embargo, vous craignez vraiment un embargo ? Ce n'est pas la première fois non plus qu'ils menacent d'un embargo sur l'Espagne ou sur d'autres États membres de l'Union européenne. Je constate quand même, et ça c'est la leçon de cette année qui s'est écoulée depuis son arrivée à la Maison-Blanche, c'est que le seul langage que comprend le président des États-Unis, c'est le langage de la force. Et là où il voit la faiblesse, il s'acharne. Ça, c'est aussi une leçon que nous avons appris et qu'il faut garder à l'esprit quand nous avons quelque chose sur lequel nous ne voulons pas transiger. En cause pour Donald Trump, dans justement sa grosse colère contre l'Espagne, le refus de votre pays de prêter ses bases militaires. Du coup, le Portugal a accepté de servir d'escale technique sur la route vers le Moyen-Orient des avions américains. C'est une différence d'approche de la péninsule ibérique ? L'Espagne comme l'Italie, chacun avec ses spécificités. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut respecter l'usage de ces bases militaires sur le territoire espagnol. Il y a des règles pour les utiliser. Les règles prévoient des limites aussi. Et donc, ce que l'Espagne demande, c'est que ces limites soient respectées. C'est un peu la même chose qu'a dit l'Italie, d'ailleurs. Elle n'a pas encore été saisie par les États-Unis, mais ils ont clairement dit qu'ils suivraient les règles prévues dans ces traités entre les États-Unis et chacun de nos pays. Et donc, nous ne faisons en Espagne que suivre ce qui est dit dans les traités, ce qui est l'usage selon les règles du droit international, l'usage selon les règles des Nations Unies et selon les règles qui sont celles de deux alliés à l'OTAN. Alors justement, parlons de l'OTAN, parce que là, vous avez vraiment une exception. En juin 2025, les ministres de la Défense ont fixé un nouvel objectif de dépenses de 5% du PIB, dépenses de défense, dont 3,5% pour la dépense militaire pure. Le minimum actuel est fixé à 2% depuis 2006. L'Espagne est à 2%, mais ne veut pas augmenter, ne veut pas entendre parler de ce nouvel objectif. Elle parle beaucoup de solidarité, cette Espagne, entre les Européens, entre les alliés de l'OTAN, mais sur les efforts militaires à fournir, eh bien finalement, c'est aux autres d'assurer un peu plus sa défense. Non, je crois que si on regarde d'où on vient, l'Espagne a fait un effort énorme ces 2 dernières années. On était à une dépense à 0,7%. On a augmenté cette dépense à 2% du PIB. C'est un effort énorme qui a été fait. L'Espagne est un pays solidaire de ses voisins. Elle est présente dans la défense des pays européens au flanc Est. Elle participe aux missions de l'OTAN pour défendre notre flanc Est. Je voudrais quand même rappeler que notre principal objectif du côté de la défense du territoire européen aujourd'hui est la guerre en Ukraine. L'Espagne est un pays solidaire de l'Ukraine auquel elle a fourni de l'aide militaire comme de l'aide financière, mais elle a aussi expliqué pourquoi elle pense que ces 5% qui a été quelque part décidé un peu arbitrairement par le président des États-Unis est un 5% qu'elle questionne. Mais elle ne questionne pas la solidarité. Le président des États-Unis qui donc s'est exprimé contre l'Espagne à côté du chancelier Merz. Alors Friedrich Merz, c'est un conservateur. Votre Premier ministre, il est socialiste. Ils ne sont pas du même camp. Mais vous pensez qu'il aurait dû défendre l'Espagne face à Trump et face aux caméras surtout ? Si nous avons des différends entre Européens, on lave les linges à la maison. Donc moi, je ne me prononcerai pas sur ça. Je crois que l'erreur la plus grave qu'on pourrait commettre aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des divisions entre Européens. L'Europe doit rester unie aujourd'hui. Si nous avons des désaccords, nous les traitons en privé, mais nous ne l'exposons pas sur la place publique. La France, l'Italie et la Grèce, d'ailleurs, vont coordonner l'envoi de moyens militaires en Méditerranée pour, en réponse aux ripostes iraniennes qui visent des bases militaires chypriotes. Ça, c'est justement une bonne réponse européenne, parce que les Iraniens cherchent à impliquer l'Europe, selon vous ? L'Europe a répondu, l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne, nous avons tous répondu
à ces messages que nous avons reçus de la part des Chypriotes qui ont été aussi attaqués. En ces moments, vous savez, Caroline, il y a beaucoup de confusion sur qui tire sur qui. Donc, le plus important, plutôt que s'engouffrer dans la guerre, c'est de rester avec la tête froide, mais de marquer clairement notre présence sur le terrain pour assurer nos intérêts et protéger nos alliés. C'est de cela qu'il s'agit, c'est un élément de dissuasion forte en européen, encore une fois, une manière de projeter l'Union européenne sans entrer et sans s'engouffrer dans cet conflit. Côté économie, l'Europe sera d'ailleurs beaucoup plus frappée par le conflit que les États-Unis. Depuis le début, le prix du gaz en Europe a bondi de 50% et le pétrole de 12%. La bourse parisienne a reculé de 5%. On est face à un choc économique majeur, selon vous ? On est face à un choc économique sérieux. Ça va dépendre aussi de combien ces conflits durent. S'ils durent dans 2 mois plutôt que dans 2 semaines, les chocs d'inflation en Europe comme en Asie sera très important. D'où l'importance, à mon avis, des pays asiatiques comme des pays européens pour essayer aussi de montrer qu'il y a une autre voie, qu'il y avait une autre voie. Je voudrais rappeler, Caroline, quand même, qu'il y avait une autre voie qui avait été lidérée par l'Union européenne en 2015 pour trouver une solution à la non-prolifération nucléaire iranienne, un accord négocié par la haute représentante de l'Union européenne avec une grande participation et un leadership européen qui a été jeté dans la poubelle par Trump lors de son premier mandat. Donc, il y a une autre voie et peut-être c'est le moment de l'Europe avec d'autres pays asiatiques d'ouvrir cette voie qui sinon va avoir des conséquences importantes du côté inflation. Et on vient d'une période d'inflation forte, donc on sait très bien combien ça peut déstabiliser nos sociétés. Arantxa González Laya, merci d'avoir été avec nous. Une femme, il y en a peu en responsabilité en Europe et d'ailleurs ce sera l'objet de la seconde partie de notre programme consacré à la Journée internationale du droit des femmes. C'est tout de suite le débat à Bruxelles. Bienvenue au Parlement européen, dans notre Europe qui célèbre tous les 8 mars les droits des femmes. Alors, à travers le monde, l'Union européenne apparaît plutôt comme un rempart de l'égalité homme-femme. Mais si on y regarde de plus près, à la loupe, eh bien, elle connaît aussi une forme de régression. Le droit à l'avortement est en effet en recul dans plusieurs pays, tels que l'Italie, la Hongrie et surtout la Pologne, ainsi que Malte. Malgré une initiative populaire reprise par la Commission européenne pour donner un accès à l'IVG pour toutes les Européennes, la bataille idéologique bat son plein. Oui, une certaine droite radicale en Europe voudrait ainsi renvoyer les femmes dans leur foyer, les assigner à faire des enfants et à s'occuper d'eux. Et par ailleurs, le problème des violences reste une réalité. 50 millions d'Européennes, soit une femme sur 3, a déjà été victime d'une violence physique ou sexuelle, rarement déclarée d'ailleurs dans le cadre familial. Et puis l'Union européenne a du mal à exporter ses valeurs d'égalité homme-femme et à protéger l'émancipation féminine à travers la planète. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui 3 invités. Sirpa Pietikäinen, bonjour. Vous êtes eurodéputée finlandaise. Vous siégez au sein du PPE, la droite de l'hémicycle ici au Parlement de Bruxelles. Vous êtes à côté de Mark Engel, un luxembourgeois qui s'intéresse de près aux droits des femmes du groupe des socialistes et démocrates. Enfin, Anna Cavazzini, vous êtes eurodéputée allemande, membre du groupe des Verts. Est-ce que, pour vous, Anna Cavazzini, au moment où on célèbre l'égalité homme-femme, vous considérez qu'elle est acquise en Europe ou est-ce qu'elle est en danger ? Je crois que dans les dernières années, on a eu beaucoup de progrès. Donc, ensemble, dans ce Parlement, on a lutté pour les droits humains, pour les droits des femmes et on a progressé sur beaucoup des importantes lois. Mais oui, dans ce moment-là, tout ça est en danger par l'extrême droite, oui. L'extrême droite européenne, l'extrême droite poussée aussi par la vague trumpiste aux États-Unis, qui importe son discours ? Absolument, oui. Quelquefois, on parle du backlash, mais je ne crois pas que c'est un backlash. Le retour de bâton, un retour de balancier. Oui, parce que je crois que c'est orchestré.
on voit que beaucoup de fondations américaines, des MAGA, mais aussi de longue rue, ils financent des campagnes en Europe. Ils financent quelques activités. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça passe, mais ça ne passe pas. C'est orchestré et je crois que c'est important de comprendre ça pour lutter contre ce phénomène-là. Alors Sirpa Pietikäinen, c'est vrai que vous êtes député d'un des pays du Nord qui sont réputés plus en avance sur le féminisme. Est-ce que le retour de Trump au pouvoir, pour vous, marque un recul du droit des femmes, même en Europe, peut-être avec un discours masculiniste qui commence à marcher ? Oui, c'est vrai. Ce qui se passe en Europe et aussi en Finlande, on remarquait le recul dans les valeurs, le recul dans la transparence de la salariée et toute part de la société. Nous sommes un peu complaisantes en Finlande, je crois, parce qu'on pense nous étions très progressés, avancés, alors il n'y a pas de problème, mais en effet, il y a. Ces discours, on les retrouve sur les réseaux sociaux, notamment Marc-Angèle. Oui, on trouve tous ces réseaux, tous ces discours sur les réseaux sociaux. Et c'est comme notre collègue l'a dit, c'est un mouvement mondial. Et il tourne l'égalité. C'est quoi l'égalité entre hommes et femmes? C'est une politique anti-discrimination. On ne veut pas plus de droits ni pour les uns ni pour les autres. Mais Trump et Poutine et tous ces mouvements ultra-conservateurs, ils ont transformé ça en une bataille idéologique. Ils parlent d'une idéologie du genre. Ça n'existe pas une idéologie du genre. Si on est pour l'égalité des hommes entre hommes et femmes, on n'est pas idéologue. On veut juste lutter contre la discrimination et avoir les mêmes droits. Et les réseaux sociaux sont utilisés pour nous diviser. Et les copains de Trump dans la Silicon Valley, les Czech Brothers, comme on les appelle, les grands patrons, ils font du fric avec ça pour nous diviser. Est-ce que vous incluez aussi certains pays, deux pays particuliers font peser sur les femmes une pression nataliste, les enjoignant à procréer? L'Italie de Meloni ou le ministère de la Famille et de la Natalité appelle les femmes à redécouvrir la beauté de la parentalité. Ou la Hongrie de Viktor Orban, où les femmes sont incitées fiscalement à faire des enfants avant 30 ans. Oui, la beauté de la parentalité, c'est qu'il y a une égalité entre hommes et femmes. Si un couple a des enfants, les deux doivent s'occuper des enfants, etc. Et pas que c'est une responsabilité uniquement pour les femmes. C'est ça, un modèle de famille moderne qu'on défend. Et c'est pas parce que les femmes restent à la maison, c'est parce que si on a des bonnes lois sociales, si on a une bonne des crèches, des services publics pour les gardes d'enfants, etc., alors les gens peuvent avoir des enfants. Mais ce qui est très intéressant, tous ces gens-là de l'extrême droite, quand on veut défendre les droits des enfants, quand on vote sur le budget de la garantie enfance pour lutter contre la pauvreté d'enfants, ils sont contre. Donc c'est très contradictoire leur discours et c'est très idéologique et il faut se méfier. Alors parlons de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, un autre sujet d'inquiétude dans l'Union européenne. Regardons ces chiffres. La France, qui a inscrit le droit à l'IVG dans sa constitution, a le taux de recours le plus élevé d'Europe, 17 femmes pour 1000, mais le recours à l'IVG est en recul. En Hongrie, par exemple, où la loi oblige les mères qui souhaitent avorter à écouter le battement de cœur des bébés. Et en Italie, le taux recule aussi, seulement 5 femmes pour 1000. Le gouvernement Meloni encourage les médecins à se faire objecteurs de conscience et à refuser l'avortement, pourtant légal. En Italie, c'est pas Pietikäinen, la droite traditionnelle qui correspond à votre parti, le PPE, est en alliance avec la droite radicale. Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques ? D'abord, nous sommes très divisés en cette question à PPE. Il y a d'une part qui est très contre et l'autre part, c'est les gens comme moi qui est la majorité qui sont progrès le droit comme ça. Et pour la défense du droit à l'avortement. Oui, oui. Une initiative citoyenne a obtenu fin février une avancée pour l'accès à l'IVG dans l'Union européenne. Au terme d'une pétition ayant recueilli plus de 1 million de signatures, 1,1 d'ailleurs, elle a obtenu de la Commission européenne une mesure nouvelle. Écoutons tout de suite.
Désormais, nous accordons aux États membres la possibilité d'utiliser l'argent européen du Fonds social européen pour améliorer l'accès à l'avortement. Cela signifie aider les femmes qui doivent se déplacer, aider les femmes dans leur propre pays, aider les femmes vivant dans des régions isolées et aider les femmes sans moyens financiers. Pour la première fois, la Commission européenne affirme très clairement que les fonds de l'UE peuvent être utilisés pour garantir l'accès à l'avortement sécurisé, en particulier pour les femmes qui ne peuvent pas avorter. Mais nous sommes déçus qu'il n'ait pas alloué de fonds supplémentaires à cet effet et que cela passe par le financement existant. Alors Anna Cavazzini, comment vous jugez cette mesure? Il n'y a pas d'argent nouveau, il n'y a pas non plus d'efforts contraignants pour les pays de donner accès à l'avortement, mais si vous allez dans un autre pays, par exemple vous êtes polonaise en Belgique, vous faire avorter parce que vous voulez, eh bien éventuellement vous serez remboursé. Je crois premièrement que cette initiative-là montre que les droits des femmes sont importants pour beaucoup des Européennes. Parce que c'est pour ça que cette initiative a beaucoup d'échecs et beaucoup de soutien aussi dans le Parlement, parce que beaucoup de groupes, beaucoup de membres ont voté aussi pour soutenir cette initiative-là, parce que les femmes veulent les droits sur leur propre corps. Ça, c'est super important. Et c'est pour ça aussi, moi, personnellement, j'ai soutenu cette initiative-là. Et moi aussi, je suis un peu déçue de la Commission, parce que la Commission aurait été avoir plus fort. Mais quand même, ils ont dit oui, on soutient cette initiative. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est un signe dans cet environnement où il y a une extrême droite qui veut qu'il n'y ait pas d'accès au avortement sécurisé. Je crois que c'est important de aussi fêter les succès, et ça, c'est un succès. Marc-Angèle, un tiers des Européennes ont subi des violences physiques ou sexuelles. Alors, face à ces chiffres, l'Union européenne a là aussi adopté des mesures qui entrent progressivement en vigueur. Des infractions sont harmonisées au niveau de toute l'Union européenne. Ça concerne les cyberviolences ou certaines violences physiques comme les mutilations génitales qui sont reconnues comme des eurocrimes et qui seront bientôt punis de la même façon dans toute l'Union européenne. On harmonise, mais est-ce que ça va vraiment faire régresser les violences ? D'abord, ce qui est important, l'Union européenne a adhéré aussi à la Convention d'Istanbul. C'est cette convention contre la violence contre les femmes et les filles et la violence domestique aussi. Parce que ce n'est pas comme l'extrême droite dit toujours, la violence envers les femmes, ça vient uniquement des migrants. C'est faux. C'est surtout dans le cadre familial que ça se passe. Donc il faut légiférer. On a la Convention d'Istanbul, on a adhéré en tant qu'Union européenne et on a la directive pour protéger la directive contre la violence des femmes et des filles. Mais permettez-moi de revenir à l'avortement. Hier, il y a quand même des avancements qu'il faut fêter. Hier, au Parlement à Luxembourg, il y a une majorité constitutionnelle qui a inscrit l'avortement dans la Constitution parce qu'on est conscient qu'il y a des risques de régression. Et voilà. Et tous ceux qui sont contre l'avortement, les partis politiques, c'est ceux qui sont aussi contre sauver la vie dans la Méditerranée, dans la mer, quand il y a des gens qui sont nés, des êtres vivants qui se noient dans la mer. Et quand on dit il faut sauver ces gens, ah non, là, la vie ne compte plus. Donc cette hypocrisie de cette extrême droite, il faut la dénoncer. On est loin d'un accès plein pour les Européennes à l'avortement. Oui, je crois qu'il doit être une loi de ça, mais c'est très clair que les femmes ont le droit de l'humanité et les droits sexuels, c'est une part de droit de l'humanité. Et ça, c'est la compétence de la Commission. Alors, Anna Cavazzini, un autre point reste en suspens, c'est la définition pénale du viol qui est pour l'instant pas harmonisé en Europe, toujours pas. Un rapport d'ailleurs du Parlement européen demande à la Commission d'intégrer la notion de consentement. Au moment des débats qui avaient eu lieu en 2024, c'est la France et l'Allemagne qui se sont opposés à intégrer la notion de consentement dans la définition du viol à l'échelle européenne. Les arguments étaient juridiques, mais depuis la France a fait voter une loi pour intégrer cette notion de consentement. Et en Allemagne, où en est-on ? On n'a pas changé de position. Oui, nous avons critiqué l'Allemagne et la France quand ils étaient contre cette mesure. Et comme je comprends, le Parlement va voter autrefois en avril sur un rapport qui va demander une règle européenne. Et j'espère que ça va aussi augmenter la pression sur l'Allemagne.
Quel est l'enjeu à travers ce vote et cette définition européenne? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Que le consent, qu'on a besoin d'un consent et que s'il n'y a pas un consent, que c'est un viol. Oui. Un oui est un oui et un non est un non. Oui. C'est ça. Oui, c'est très clair. Voilà, très clair. Ouais. Oui. Alors c'est très clair sur ce plateau, d'accord. On va d'ailleurs parler de l'image que projette l'Union européenne hors du monde, parce qu'il y a évidemment une crise, ça ne vous a pas échappé, mondiale, et une guerre même en Iran. Les droits des Européennes sont bien défendus, mais est-ce que l'Union européenne est capable d'exporter ses valeurs? Est-ce qu'elle a suffisamment réagi justement pour défendre les femmes iraniennes qui se faisaient tuer dans la rue au moment justement des insurrections et qui ont manifesté par milliers pour le non-port du voile? Au Parlement, on a quand même, avec des résolutions, soutenu tout le peuple iranien, et chaque fois, on a quand même insisté aussi sur l'égalité des gens et les droits des femmes en Iran, qui sont encore pires que ceux des hommes là-bas. On n'a jamais oublié de défendre les femmes iraniennes ici au Parlement européen. Notre politique de développement et de coopération avec des pays tiers, on a des critères pour allouer des fonds pour qu'il y ait une égalité aussi, ce qu'on appelle gender mainstreaming, qui a aussi qu'on n'oublie pas de financer des projets dans les pays tiers qui vont à l'encontre de l'égalité homme-femme. Ça, c'est quelque chose de très important, et j'espère que dans le prochain budget, le budget qu'on allouera à la politique de développement et de coopération, la dimension genre gardera un rôle important. Alors, justement, est-ce que aussi, par exemple, l'autre réponse qui se pose, et la question qui se pose, c'est offrir le statut de réfugié aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes, à toutes les femmes qui, dans le monde, par leur minorité sexuelle, sont stigmatisées? Oui, moi, je veux dire qu'avec l'exemple d'Afghanistan et Iran, on voit que les femmes souffrent le plus dans les régimes patriarcaux, autoritaires, et que c'est important que dans tout le monde, on travaille sur des mouvements de démocratie et tout ça. Et aussi avec l'Afghanistan, par exemple, on voit que si, par exemple, les États-Unis écartent tout le budget pour l'aide au développement, aussi les femmes souffrent le plus. Mais oui, l'Europe aussi doit faire plus pour les femmes, et je suis absolument d'accord de leur donner un statut spécial pour les réfugiés. Monsieur Engel, quoi faire de plus du point de vue des Européens? Est-ce que, par exemple, on peut dire aux Iraniennes, vous êtes les bienvenus puisque vous échappez à un régime qui vous stigmatise et qui vous tue? C'est un message qu'on doit faire, mais toutes les personnes persécutées doivent avoir... C'est le droit international, le droit d'asile, c'est un droit international. Et surtout, dans certains pays, comme Anna l'a dit, surtout l'Iran, l'Afghanistan, c'est les femmes qui souffrent le plus dans ces régimes. Bien entendu, on doit les accueillir si elles cherchent la protection chez nous. C'est pour les protéger. Le droit à l'asile, c'est un droit pour protéger des gens. Et ici, c'est pour protéger les femmes. On doit réfléchir à la situation, et ça peut être le contexte de genre, de vue politique, oui, c'est reconnu par la Cour européenne de justice. Qu'on ne fait pas en ce moment en Europe, et c'est une grande faute. Donc ne pas oublier effectivement la protection légale des femmes aussi à travers le monde. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous et bonne suite de programme sur nos chaînes. Merci. Merci.